Dossier numéro 3, érythème noueux et adénopathie médiastinale. Donc il s'agit d'un homme jeune de 26 ans, originaire du Sénégal, donc ça faut se dire tuberculose ou VIH, qui se présente aux urgences pour fièvre et douleurs articulaires. Il a effectivement un antécédent de primo-infection tuberculose dans l'enfance et un tabagisme adipacané, il faudra penser à lui dire d'arrêter. Il se plaint de douleurs des deux genoux et des chevilles, le réveillant la nuit, donc c'est des douleurs d'horaire inflammatoire, qui évoluent depuis 5 jours, associées à des lésions nodulaires du membre inférieur. Depuis 48 heures, il a en outre de la fièvre à 38,5. L'examen clinique note un patient en bon état général, ça c'est important, avec une saturation qui est normale, tension normale, fréquence cardiaque normale et une température à 38,2. L'auscultation cardio-pulmonaire est normale et vous ne retrouvez pas d'anomalie en dehors d'un érythème noueux et d'adénopathie supracentrimétrique au niveau cervical et axillaire. Donc la première question, c'est quelles sont les étiologies d'érythème noueux que vous connaissez? Donc ça, c'est une question de cours. Il y a les érythèmes noueux d'origine inflammatoire ou auto-immun, donc la sarcoïdose, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin type Crohn ou RCH. Ensuite, il y a les érythèmes noueux d'origine infectieuse, la tuberculose, les infections à streptocoque, les yersinoses, la lèpre, ça peut donner érythème noueux. Il y a les érythèmes noueux d'origine tumorale, donc en particulier le lymphome hodgkinien et le lymphome non-hodgkinien. Et enfin, les érythèmes noueux d'origine médicamenteuse et ceux qui sont idiopathiques. Question numéro 2. Vous avez demandé une radiographie thoracique, la voici, interprétez-la. Donc, il s'agit d'une radiographie thoracique de face, de bonne qualité, qui est symétrique. Et qu'est-ce que vous pouvez constater? Qu'il existe des opacités hilaires bilatérales, donc ça c'est en faveur d'adénopathie hilaire bilatérale, que ces opacités sont symétriques et qu'elles n'ont pas l'air compressives puisqu'on peut suivre encore un petit peu le trajet des bronches. Par ailleurs, sur le parenchyme, il n'y a pas d'anomalie notable, il y a éventuellement un petit syndrome bronchique sur les bases. Il n'y a pas de cardiomégalie et il n'y a pas d'épanchement pleuraux. Donc au total, il s'agit d'une radiographie pulmonaire de face qui montre des adénopathies hilaires, bilatérales et symétriques, a priori non compressives. Donc c'est une radiographie pulmonaire qui est effectivement compatible avec une sarcoïdose. Question 3. Quelles sont vos 3 hypothèses principales? Donc la première hypothèse, on en a parlé juste avant, c'est la sarcoïdose. Alors la justification, c'est qu'il s'agit d'un sujet jeune, qui est en bon état général, qui présente de la fièvre, des arthralgies, un érythème noueux, des adénopathies périphériques et des adénopathies médiastinales. Et qui est à la peau noire, et donc on sait que la sarcoïdose est plus prévalente chez les sujets à peau noire. La deuxième hypothèse, c'est bien sûr celle d'une tuberculose pulmonaire, parce que c'est un sujet jeune qui est originaire d'un pays d'endémie, qu'il a fait une primo-infection tuberculeuse, qu'il a de la fièvre, il a des adénopathies médiastinales, il a un érythème noueux. Ce qui va en défaveur de ce diagnostic, c'est la conservation de l'état général. Et enfin, la troisième hypothèse, c'est le lymphome hodgkinien ou non-hodgkinien. Pareil, sujet jeune, avec de la fièvre, des arthralgies, un érythème noueux, des adénopathies médiastinales. Et c'est important parce que de l'évoquer parce que c'est un argument c'est un diagnostic de gravité. Donc il faut l'évoquer systématiquement. Question numéro 4. Quels examens complémentaires non invasifs demandez-vous? Donc, on va commencer par demander un scanner thoracique avec injection pour bien visualiser le parenchyme pulmonaire et mieux visualiser les adénopathies. On peut discuter de descendre sur le ventre ou d'avoir une imagerie abdominale type écho-abdo-pelvienne pour voir s'il y a des adénopathies ou une hépatosplénomégalie. Donc ça, c'est sur le plan d'imagerie. Sur le plan biologique, on va rechercher la sarcoïdose donc en demandant une NUM, une CRP, électrophorèse des protéines plasmatiques, la calcémie, la calciurie, l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Pour la tuberculose, on va demander une sérologie VIH. Pour le lymphome, on va demander LDH, bêta-2 microglobuline. Ensuite, les examens complémentaires microbiologiques à la recherche de la tuberculose, ça va être 3-BK crachat et puis en fonction, on discutera de la fibroscopie.
Et puis, à titre systématique, on va demander un électrocardiogramme, éventuellement, donc ça peut être utile pour la sarcoïdose, et une consultation ophtalmo, ça peut être aussi utile pour le diagnostic de la sarcoïdose. Enfin, on va demander des explorations fonctionnelles respiratoires, avec des LCO, tests de marche, et avec des gaz du sang. Que recherche-t-on aux EFR ? Alors aux EFR, on cherche un syndrome restrictif ou un trouble de la diffusion qui serait en faveur du diagnostic de sarcoïdose. Sont-elles faites systématiquement ? Alors c'est vrai que là, on peut discuter la réalisation des EFR parce que sur la radiographie pulmonaire, on n'a pas d'argument en faveur d'une atteinte parenchymateuse. Le patient, lui, ne se plaint pas de dyspnée, mais à titre systématique, quand on pense sarcoïdose, on demande des EFR parce que ça nous permet déjà de voir s'il n'y a pas une atteinte infraclinique ou infraradiologique, et puis ça nous permet d'avoir un examen de référence qui permettra de suivre le patient dans le temps et de le voir évoluer sur le plan fonctionnel. Question numéro 5. L'ensemble des examens complémentaires que vous avez demandés est normal et l'IDR est négative. L'enzyme de conversion de l'angiotensine est élevée. Quel diagnostic retenez-vous ? Donc, on retient le diagnostic de sarcoïdose dans le cadre d'un syndrome de Löfgren, parce que il y a l'ensemble des éléments du syndrome de Löfgren. Je vous ai d'ailleurs mis sur le tableau un petit moyen mémotechnique. Donc, FIGEA. Alors F pour fièvre, I pour IDR négative, G pour ganglion, donc lui il y a des adénopathies superficielles et médiastinales, E pour érythème noueux et A pour arthralgie. Donc il a l'ensemble des symptômes du Löfgren, il a des BK-crachats qui sont négatifs qui éliminent la tuberculose et le reste du bilan biologique qui est sans argument pour un lymphome. Donc il s'agit bien d'un syndrome de Löfgren. Question numéro 6. Donc il n'est pas nécessaire devant un tel tableau d'avoir une documentation histologique. Néanmoins, si cela était nécessaire, comment pourriez-vous avoir un diagnostic histologique chez ce patient ? Vous répondrez en donnant une stratégie d'investigation du plus invasif au moins invasif. Donc là, je vous le rappelle, encore une fois, le syndrome de Löfgren, c'est la seule situation devant laquelle on peut se passer d'une documentation histologique. L'objectif de cette question, c'était de voir dans d'autres situations de sarcoïdose comment vous proposeriez, quelle démarche vous proposeriez en fait pour arriver au diagnostic ANAPAT. Donc du moins invasif au plus invasif. Le moins invasif, c'est les biopsies des glandes salivaires accessoires qui peuvent avoir un bon rendement diagnostique. Ensuite, la fibroscopie bronchique avec des biopsies bronchiques étagées. Même s'il n'y a pas de lésion constatée en endobronchique, on peut retrouver du granulome aux biopsies bronchiques. L'étape d'après, ça peut être une biopsie d'une cicatrice hypertrophique. C'est vrai qu'il y a des patients qui ont une sarcoïdose, qui ont été opérés de l'appendicite, et puis au moment où ils font leur poussée de sarcoïdose, la cicatrice, elle s'hypertrophie comme une kéloïde, et si vous biopsiez, vous allez retrouver du granulome dedans. Après, on peut faire une adénectomie d'une adénopathie périphérique. Si par exemple vous en sentez dans le cou ou au niveau axillaire, on enlève le ganglion et on l'envoie en analyse. S'il n'y a pas d'adénopathie périphérique accessible, qu'il n'y a que des adénopathies médiastinales, il y a certains centres qui proposent une ponction sous écho-endoscopie, donc soit en transbronchique à travers la bronche, soit en transœsophagienne à travers l'œsophage. Et enfin, si cet examen est non réalisable ou non contributif, on peut faire une médiastinoscopie et aller prendre une adénopathie médiastinale. Mais je vous le répète, dans le Löfgren, normalement, on n'a pas besoin de preuves histologiques. Question numéro 7. Vous proposez dans un premier temps un traitement symptomatique simple. Puis vous suivez ce patient plusieurs années et il développe secondairement une atteinte sévère de la maladie, avec notamment une dégradation de la fonction respiratoire. Vous décidez de mettre en route une corticothérapie orale. Quelles sont les mesures associées à la corticothérapie ? Alors, la première, il y a les mesures comme d'habitude, et puis il y a des petites choses particulières à la sarcoïdose. Donc comme d'habitude, c'est régime pauvre en sel et en sucre, c'est supplémentation potassique si nécessaire, c'est discuter un traitement par IPP, c'est la prévention des maladies infectieuses avec les soins dentaires réguliers, les vaccinations. Chez ce patient, lui dire d'arrêter de fumer. Et alors,
plus particulièrement dans le cas de ce dossier, il ne faut pas oublier la prévention de l'angulose maligne par ivermectine. On a un patient qui est originaire du Sénégal, donc qui a pu être en contact. Il faut bien prévenir avant de mettre en route des corticoïdes. Et puis on a le problème de la supplémentation calcique et en vitamine D et des biphosphonates. Donc les biphosphonates, ça peut être indiqué chez le patient qui a une sarcoïdose. Le calcium et la vitamine D, c'est classiquement contre-indiqué parce que les patients qui ont une sarcoïdose habituellement ont une hypercalcémie ou une hypercalciurie parce qu'il y a une synthèse endogène au niveau des granulomes de vitamine D. Donc la plupart du temps, il ne faut pas leur donner de calcium ou de vitamine D. Il existe quelques cas de patients qui n'ont pas d'hypercalcémie et qu'on peut supplémenter, mais il faut retenir que dans la sarcoïdose, on n'a pas besoin de supplémenter en calcium et en vitamine D. La prévention d'ostéoporose par biophosphonate est-elle systématiquement sous corticoïdes? Et sinon, quels sont les critères? Alors, donc la supplémentation par biphosphonate, elle n'est pas systématique. Elle est systématique déjà, enfin, elle est indiquée en gros quand on a une corticothérapie prolongée, au moins 3 mois, et que les doses de corticoïdes quotidiens sont supérieures à 7,5 mg par jour. Si vous avez plus de 3 mois de corticoïdes et plus de 7,5 mg par jour, on vous met sous biphosphonate si vous avez déjà une ostéoporose fracturaire, ou on vous met sous biphosphonate si jamais à l'ostéodensitométrie, vous avez un T-score inférieur à moins 1,5. C'est les indications des biphosphonates. Question numéro 8. Donc, malgré la corticothérapie, l'état de votre patient se dégrade. Vous avez demandé un scanner thoracique et on vous demande de l'interpréter et de poser un diagnostic. Donc, le scanner thoracique, vous l'avez là. Il s'agit donc d'un scanner en coupe parenchymateuse. Qu'est-ce que vous constatez? Qu'il existe des images en rayon de miel, que je vous montre là. Tout ça, c'est du rayon de miel. Qu'il existe des bronchectasies de traction. Là, on suit parfaitement les bronches, des réticulations, que ça prédomine en sous-pleural, que c'est bilatéral. Et donc, ce sont des images en faveur d'une fibrose pulmonaire. Et donc, il s'agit d'une évolution vers le stade 4 de la sarcoïdose.